Ce jour-là, devant le cercueil de mon mari, j'ai compris qu'on peut perdre un fils bien avant de perdre un époux. Je m'appelle Estelle Aubert. J'ai 82 ans et voici l'histoire que j'aurais voulu ne jamais avoir à raconter. C'était un mardi de novembre. Le ciel était gris, comme il se doit pour un enterrement. L'église Saint-Martin était remplie de visages que je connaissais depuis 40 ans. Des collègues de Pierre, des voisins, des amis du club de bridge. Tous en noir, tous silencieux, tous respectueux, sauf lui, mon fils unique, Thomas, 47 ans. Assis au premier rang, à côté de moi, les bras croisés, le regard fixé sur son téléphone. Le prêtre parlait de la bonté de Pierre, de sa générosité, de son rire si communicatif. Je tenais mon mouchoir dans une main. Dans l'autre, je serrais l'alliance en or que Pierre avait portée pendant 54 ans. Elle était encore chaude quand l'infirmière me l'avait donnée, 2 jours plus tôt. Thomas a soupiré. Fort, trop fort. Quelques têtes se sont tournées. « Maman » a-t-il murmuré sans lever les yeux. « C'est encore long, ce truc ?» J'ai serré l'alliance plus fort. Mes articulations ont craqué. « Thomas, s'il te plaît. » Il a haussé les épaules. À la fin de la cérémonie, alors que nous sortions de l'église, ma belle-sœur Marguerite s'est approchée pour me serrer dans ses bras. Elle pleurait. Pierre était son frère aîné. Ils avaient partagé toute une enfance. Thomas est passé devant nous sans un mot. Marguerite m'a regardé, les yeux rouges. « Estelle, il va bien ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Et puis, au cimetière, pendant qu'on descendait le cercueil, Thomas a dit cette phrase qui a tout changé. Franchement, c'est juste une cérémonie stupide. Il est déjà mort de toute façon. Le silence qui a suivi était plus lourd que la terre qu'on jetait sur le bois verni. J'ai fermé les yeux. J'ai senti l'alliance glisser entre mes doigts tremblants. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Mais ce jour-là, je ne savais pas encore ce qui allait se passer. Je ne savais pas que, quelques jours plus tard, tout allait basculer et que je devrais faire un choix, le choix le plus douloureux de ma vie. Il y a des souvenirs qui sentent encore le café chaud et la lavande. Notre maison de Neuilly était une de ces demeures bourgeoises, avec un petit jardin à l'arrière, des volets bleu ciel et un escalier en bois qui craquait à la 3e marche. Pierre disait toujours qu'il allait la réparer. Il ne l'a jamais fait. Et moi, j'aimais ce craquement. C'était le bruit de la vie. Le dimanche matin, Pierre descendait le premier. Je l'entendais siffloter dans la cuisine. Toujours la même mélodie. Un vieil air de Brel qu'il avait dansé avec moi le soir de nos fiançailles. Puis venait l'odeur du café, celle des croissants qu'il allait chercher chez Madame Dulac, à 2 rues de chez nous. Je descendais en robe de chambre. Il me tendait ma tasse. Toujours la même, blanche, avec un liseré doré. Un cadeau de notre voyage en Italie, il y a 30 ans. « Bonjour, ma belle », disait-il. Et je souriais, chaque fois. Thomas était un petit garçon doux, très doux. Il avait les yeux de son père et mon nez, ce nez un peu retroussé qui me faisait rire quand je me regardais dans le miroir. Il adorait dessiner. Des bateaux, des châteaux, des dragons. Je gardais tous ses dessins dans un carton, au grenier. Le soir, après le dîner, Pierre lui lisait des histoires. Thomas se blottissait contre lui, sur le canapé du salon. Parfois, je les regardais de loin, depuis la cuisine, en essuyant la vaisselle. Mon cœur était plein. « Maman, tu viens ?» criait Thomas. Et je venais, toujours. Nous étions une famille, simple, tranquille, heureuse. Pierre travaillait dans l'import-export. Il voyageait beaucoup, Allemagne, Espagne, parfois jusqu'en Asie. Mais il rentrait toujours avec un petit cadeau pour moi, une écharpe de Séville, un bracelet de Bangkok, une boîte de chocolat suisse. Pour ma reine, disait-il en m'embrassant le front. Thomas a grandi. Il est devenu un adolescent silencieux, puis un jeune homme pressé. Il a quitté la maison pour ses études. Paris d'abord, puis Lyon, puis Londres. Ses visites se sont espacées. Noël, Pâques, parfois l'été. Pierre disait « C'est normal, Estelle, il construit sa vie ». Mais moi, je sentais déjà quelque chose, une distance, pas seulement géographique. Un soir, Thomas est rentré avec une femme, Céline, élégante, froide, un peu hautaine. Elle parlait de chiffres, de rendement, de carrière. Elle regardait notre maison avec un sourire poli qui voulait dire « C'est charmant, mais un peu démodé ». Thomas a changé après elle. Il a arrêté de m'appeler « maman ». Il disait « Estelle » maintenant.
comme si j'étais une collègue. Il a arrêté de venir le dimanche. Et puis un jour, il a dit « Papa, tu devrais penser à vendre la maison. C'est trop grand pour vous deux. » Pierre a ri. « Vendre ? Mais c'est ici qu'on a tout construit, mon fils. » Thomas n'a pas insisté. Mais j'ai vu son regard, ce regard calculateur, ce regard que je ne connaissais pas. Les années ont passé. Pierre et moi sommes devenus plus lents, plus fragiles. Mais nous étions encore ensemble, encore heureux. Et puis, il y a 6 mois, Pierre est tombé malade. Un cancer, rapide, silencieux. J'ai appelé Thomas. « Maman, Estelle, je suis en réunion. Je te rappelle. » Il n'a jamais rappelé. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Pierre est mort un lundi matin, à 6h32. J'étais à côté de lui. Je tenais sa main. Il a murmuré mon prénom. Une dernière fois. Et puis plus rien. J'ai glissé son alliance dans ma poche. Et j'ai pleuré. Thomas est arrivé le lendemain. Pas pour me consoler. Pour organiser les formalités. Il y a des détails qu'on remarque sans vouloir les voir. Des petites fissures dans un mur qu'on croyait solide. Le lendemain de la mort de Pierre, j'ai dormi dans le fauteuil du salon. Je ne pouvais pas retourner dans notre chambre. Pas encore. Le lit était trop grand. L'oreiller de Pierre sentait encore son eau de Cologne. Cette odeur boisée qu'il portait depuis toujours. Je me suis réveillée vers 7h. Le soleil entrait par la fenêtre. J'ai entendu du bruit dans la cuisine. Thomas était là, debout près de la cafetière, au téléphone. « Oui, je sais, Céline. Mais je dois rester encore quelques jours, pour régler les papiers. » Une pause. « Non, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout. » Il m'a vu, il a raccroché rapidement. « Ah, tu es réveillé ? Tu veux du café ?» J'ai hoché la tête. Ma gorge était nouée. Il m'a tendu une tasse, pas la mienne. Une tasse quelconque, qu'il avait prise dans le placard. Ma tasse à liseré doré était dans l'évier, sale. « Thomas, j'aurais préféré… » « Quoi ? Rien, merci. » Il s'est assis en face de moi. Il avait sorti des papiers, des documents, une pochette en cuir noir que je ne connaissais pas. « Maman, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. Parler de quoi ? De papa, de ses affaires, du testament. Le mot est tombé comme une pierre dans un puits. Testament. Thomas, ton père vient de mourir. Il n'est même pas encore enterré. Je sais, mais justement, il faut s'organiser. Tu sais comment ça marche, ces choses-là. Les délais, les notaires, les impôts. Si on attend trop, ça va être compliqué. J'ai posé ma tasse. Mes mains tremblaient. « Thomas, je ne veux pas parler de ça maintenant. » Il a soupiré. Ce même soupir qu'à l'église, impatient, agacé. « D'accord, mais il faudra bien en parler un jour. » Il a rangé ses papiers. Il est monté à l'étage. J'ai entendu ses pas dans le bureau de Pierre. Le tiroir du secrétaire qui s'ouvrait. Des papiers qu'on fouillait. Je suis restée assise, seule, dans cette cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, où j'avais consolé Thomas enfant après ses cauchemars, où Pierre m'avait demandé en mariage, un soir de juin, il y a 54 ans. J'ai fermé les yeux. Les jours suivants ont été étranges. Thomas restait à la maison, mais il était ailleurs, toujours au téléphone, toujours devant son ordinateur. Il ne me parlait presque pas. Il mangeait debout, rapidement, puis remontait dans le bureau. Le soir, je mettais la table pour 2, par habitude. Puis je retirais une assiette, et je mangeais seul. Un après-midi, j'ai monté du thé à Thomas. Il était au téléphone, encore. Oui, je te dis qu'il y a forcément quelque chose. Il a travaillé 40 ans dans l'import-export. Il ne peut pas n'avoir laissé que la maison et un compte en banque avec 3 fois rien. J'ai failli lâcher le plateau. Il m'a vu. Il a baissé la voix. Je te rappelle. « Thomas, de quoi tu parles ?»« De rien, maman. » « Tu cherches quelque chose ?» Il a hésité. « Papa n'a jamais parlé d'investissement, de placement, de coffre, Oui, ou d'un compte à l'étranger, ou de… je ne sais pas. Quelque chose. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Mon fils, mon petit garçon qui dessinait des dragons, qui lisait avec son père sur le canapé. Il avait le visage fatigué, les traits durs, les yeux froids. « Ton père n'a jamais rien caché, Thomas. Tu en es sûr ? » « Oui. Parce que c'est bizarre, quand même. Toutes ces années de travail, tous ces voyages, et finalement, presque rien. » J'ai posé le plateau sur le bureau. Mes mains tremblaient tellement que la cuillère a tinté contre la tasse. « Thomas, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'est levé. Il a fait le tour du bureau. Il a ouvert un tiroir,
puis un autre. Je veux dire que papa a peut-être été plus malin qu'on ne le pensait. Malin. Ce mot. Thomas, arrête. Arrêtez quoi? De chercher ce qui nous revient? Ce qui nous revient? Il s'est tourné vers moi. Maman, ne fais pas l'innocente. Papa est mort. Il y a forcément un héritage. Et je suis son fils unique. J'ai le droit de savoir. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de très ancien, de très profond. Il n'est même pas encore enterré, Thomas. Et alors? Ça change quoi? Il est mort. C'est fini. Je suis sorti du bureau. J'ai refermé la porte derrière moi. J'ai descendu les escaliers. La 3e marche a craqué. Je me suis assise dans le salon. J'ai sorti l'alliance de ma poche. Je l'ai regardée longtemps. L'or était un peu terni. À l'intérieur, il y avait une gravure, nos 2 prénoms, et une date, Pierre and Estelle, 12 juin 1971. J'ai pensé à ce jour, à ma robe blanche, aux roses dans mes cheveux, au sourire de Pierre quand il m'avait glissé cette alliance au doigt. Pour toujours, avait-il dit. Et maintenant, notre fils fouillait ses tiroirs, cherchait son argent, comptait ses biens. Le soir, à table, Thomas a essayé de parler normalement. « Le repas est bon, maman. » Je n'ai rien dit. « Tu as rendez-vous chez le notaire jeudi, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. « Je vais venir avec toi, pour t'aider, pour comprendre un peu mieux la situation. La situation, pas le deuil, pas la perte, pas la douleur, la situation. Comme tu veux, Thomas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout, à Pierre, à Thomas, à ce que nous étions devenus. Et je me suis demandé, à quel moment avais-je perdu mon fils? À quel moment était-il devenu cet homme que je ne reconnaissais plus? Le lendemain matin, je suis monté dans le bureau. Thomas était déjà parti faire des courses. J'ai ouvert le secrétaire. Tout était sans dessus-dessous, des papiers partout, des dossiers ouverts, des photos anciennes jetées sur le côté. Et puis j'ai vu quelque chose. Une enveloppe, cachée tout au fond du tiroir du bas. Une enveloppe Kraft, un peu jaunie, avec l'écriture de Pierre dessus. Pour Estelle, à ouvrir seulement après ma mort. Mon cœur s'est arrêté. J'ai pris l'enveloppe. Je suis redescendu. Je me suis enfermé dans la salle de bain. Et j'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une lettre et une clé. Une petite clé argentée, avec un numéro gravé dessus. J'ai lu la lettre. Les larmes coulaient sur mes joues. Et j'ai compris. Pierre avait su. Il avait tout prévu. La lettre de Pierre tremblait entre mes doigts. Ma chère Estelle, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi de ne pas t'avoir parlé plus tôt. Pardonne-moi ce silence. Pendant 40 ans, j'ai travaillé, j'ai voyagé, j'ai construit quelque chose pour nous, pour toi. Pas seulement cette maison, pas seulement le compte en banque que tu connais. J'ai fait des investissements, en Suisse d'abord, puis ailleurs. Discrets, légaux, mais secrets. Parce que je voulais te protéger, te garantir une vieillesse paisible, quoi qu'il arrive. Cette clé ouvre un coffre à la banque Rothstein, avenue Hoche. Le numéro est inscrit dessus. À l'intérieur, tu trouveras tous les documents, les certificats, les titres, les comptes. Il y a beaucoup d'argent, Estelle, plus que tu ne l'imagines. Mais il y a aussi quelque chose d'autre dans cette enveloppe. Une demande, un souhait. Thomas est notre fils. Je l'aime. Mais je ne suis pas aveugle. J'ai vu ce qu'il est devenu. J'ai vu comment il te parle, comment il nous regarde, comme des vieux encombrants, comme un patrimoine à liquider. Alors voici ce que je te demande. Ne lui dis rien, pas tout de suite. Attends, observe, laisse-le montrer qui il est vraiment. Si, dans les semaines qui suivent ma mort, il est là pour toi, vraiment là, avec son cœur, pas avec sa calculatrice, alors partage avec lui. Donne-lui sa part, il la méritera. Mais si, comme je le crains, il ne pense qu'à l'argent, qu'à l'héritage, qu'à ce qu'il peut prendre, alors tu sauras quoi faire. Cet argent est à toi, Estelle, à toi seule. C'est mon dernier cadeau, mon dernier geste d'amour. Ne te laisse pas voler ta dignité. Je t'aime, pour toujours. Pierre. J'ai relu la lettre 3 fois. Mes larmes tachaient le papier. Pierre savait. Il avait tout vu, tout compris, et il m'avait protégé, même après sa mort. J'ai glissé la lettre et la clé dans la poche de ma robe de chambre. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Thomas était rentré. « Maman, tu es où ?» J'ai essuyé mes yeux. J'ai respiré profondément. « Je suis là, dans la salle de bain. Ça va ?»« Oui, oui, j'arrive. » Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était pâle, fatigué.
vieilli. Mais mes yeux avaient quelque chose de nouveau. Une lueur, une force. Je suis descendue. Thomas déballait des courses dans la cuisine. J'ai pris du pain et du jambon. Tu en veux? Non, merci. Je n'ai pas faim. Il m'a regardée. Maman, tu devrais manger. Tu es toute pâle. Je sais, mais je ne peux pas. Il a hoché la tête. Il a préparé un sandwich. Il a mangé debout, devant l'évier. Demain, c'est l'enterrement, a-t-il dit, la bouche pleine. Oui. Tu as préparé ton discours? Mon discours? Oui. À l'église. On doit dire quelques mots, non? J'ai serré l'alliance dans ma poche. Je ne sais pas si j'en serai capable, Thomas. Bon, alors je le ferai. Tu vas dire quelques mots sur ton père? Oui. Enfin, des banalités. Tu sais comment c'est. Tout le monde s'en fout de toute façon. C'est juste pour la forme. Pour la forme. J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai ravalée. Attends. Observe. Laisse-le montrer qui il est vraiment. D'accord, Thomas. Le lendemain, le jour de l'enterrement, je me suis habillée en noir. Ma robe la plus simple, celle que Pierre aimait. Thomas est descendu en costume. Cravate noire, cheveux tirés en arrière. Tu es prête? Oui. Nous sommes partis en silence. À l'église, tout le monde était là. Marguerite, bien sûr, les amis du bridge, les voisins, Monsieur Leroy, qui avait travaillé avec Pierre pendant 20 ans, Madame Dulac, la boulangère, qui pleurait dans son mouchoir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le prêtre a parlé. Longuement. Trop longuement pour Thomas, qui regardait sa montre toutes les 5 minutes. Et puis est venu le moment des témoignages. Monsieur Leroy s'est levé. Il a raconté une anecdote. Un voyage en Allemagne, une panne de voiture, Pierre qui avait réparé le moteur avec un bout de ficelle et du ruban adhésif. Tout le monde a ri. Doucement. Tristement. Madame Dulac a parlé aussi. Elle a dit que Pierre venait chercher ses croissants tous les dimanches depuis 30 ans, qu'il avait toujours un mot gentil, toujours un sourire. C'était un homme bon, a-t-elle dit. Et puis Thomas s'est levé. Il s'est avancé vers le micro. Il a sorti un papier de sa poche. Mon père était un homme de devoir. Il a travaillé toute sa vie. Il a fondé une famille. Il a été correct. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Correct. Le mot a résonné dans l'église comme une gifle. Il est retourné s'asseoir. Il a remis le papier dans sa poche. Marguerite m'a regardé. Elle avait les larmes aux yeux. Pas de tristesse, de colère. Après la cérémonie au cimetière, j'ai jeté une rose blanche sur le cercueil. C'était la fleur préférée de Pierre. Thomas a jeté une poignée de terre, sans un mot, sans une émotion. Et puis nous sommes rentrés. Le soir, à la maison, des gens sont venus. Des amis, des voisins. Ils ont apporté des gâteaux, du vin, des condoléances. Thomas est resté dans un coin, au téléphone. Marguerite s'est approchée de moi. « Estelle, tu vas bien? Je tiens le coup. » Et Thomas? J'ai regardé mon fils. Il riait. À quelque chose que Céline avait dit, sans doute. Thomas et... Thomas. Marguerite a posé sa main sur la mienne. Pierre était mon frère. Je le connaissais bien. Il t'aimait tellement, Estelle. Et il s'inquiétait. De quoi? De toi. De ce qui se passerait après. Mon cœur s'est serré. Il t'a parlé? Oui, il y a quelques mois. Il m'a dit qu'il avait pris des dispositions pour que tu sois protégée. J'ai senti les larmes monter. Marguerite, chut, je ne veux rien savoir. Mais je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seule. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Elle m'a serrée dans ses bras. Et pour la première fois depuis la mort de Pierre, je me suis sentie un peu moins seule. Les invités sont partis. Thomas est monté se coucher. Je suis restée dans le salon, dans le noir. J'ai sorti l'alliance. Je l'ai fait tourner entre mes doigts. Et j'ai pensé à la lettre de Pierre. Attends, observe. Laisse-le montrer qui il est vraiment. J'avais attendu. J'avais observé. Et maintenant, je savais. Le lendemain matin, Thomas est descendu avec sa valise. « Maman, je rentre à Paris. Céline a besoin de moi. »« D'accord, mais je reviens jeudi, pour le rendez-vous chez le notaire. »« Le notaire, bien sûr. »« D'accord, Thomas. » Il m'a embrassé sur la joue, rapidement, comme on embrasse une étrangère. À jeudi. Il est parti. La maison est devenue silencieuse. J'ai monté dans le bureau de Pierre, j'ai ouvert le secrétaire. J'ai rangé tous les papiers que Thomas avait mis sens dessus-dessous. Et puis, j'ai pris mon manteau, mon sac, la clé, et je suis sortie. Avenue Hoche.
Banque Rothstein. 2e étage. Une dame très élégante m'a reçue. Elle avait les cheveux gris, un tailleur noir, des lunettes fines. Madame Aubert? Oui, nous vous attendions. Monsieur votre mari nous avait prévenus. Toutes nos condoléances. Merci. Elle m'a guidée vers une petite salle privée. Mur blanc, table en bois, une chaise, rien d'autre. Voici le coffre. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. Elle est sortie. J'ai inséré la clé. J'ai tourné. Le coffre s'est ouvert. Et j'ai vu des dossiers, des dizaines de dossiers, des certificats d'action, des titres de propriété, des relevés bancaires. J'ai sorti le premier. Je l'ai ouvert. Compte numéro 78842 CH. Solde. 842 000 €. J'ai ouvert le deuxième. Action. Michelin. Total. LVMH. Valeur totale. 1 300 000 €. Et un troisième. Appartement. Paris 16e. Estimé à 900 000 €. Mes mains tremblaient. J'ai tout sorti. J'ai tout étalé sur la table. Au total, il y avait plus de 3 millions d'euros. 3 millions. Pierre avait travaillé toute sa vie, en silence, discrètement. Et il avait construit un empire. Pour moi, j'ai pleuré. Longtemps. Et puis j'ai tout rangé. J'ai refermé le coffre. Je suis rentré à la maison. Thomas ne savait rien. Et pour l'instant, je voulais que ça reste ainsi. Attends. Observe. J'attendais. Le jeudi est arrivé trop vite. J'avais passé ces 3 jours seul dans la maison. 3 jours à réfléchir, à relire la lettre de Pierre, à regarder l'alliance tourner entre mes doigts, 3 jours à me demander ce que j'allais faire. Thomas est arrivé à 9 heures du matin. Il n'était pas seul. Céline était avec lui. Grande, mince, des talons aiguilles qui claquaient sur le parquet. « Bonjour Estelle », a-t-elle dit avec ce sourire froid que je connaissais. Pas Madame Aubert, pas même belle-maman. Estelle. « Bonjour Céline ». Thomas a posé sa sacoche sur la table de la cuisine. « Le notaire nous attend à 10 heures. Tu es prête ?»« Oui. »« Parfait. On y va dans ma voiture. » Nous sommes montés dans sa Mercedes noire. Céline s'est assise à l'avant. Moi, à l'arrière. Comme une passagère. Une invitée dans ma propre vie. Durant le trajet, ils ont parlé. De leur prochain voyage aux Maldives. Du nouveau contrat que Céline venait de signer. Des travaux qu'ils voulaient faire dans leur appartement parisien. Pas une fois, ils ne m'ont adressé la parole. J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres défilaient. Le ciel était gris, comme le jour de l'enterrement. Maître Valmont nous attendait dans son étude, rue de la Pompe. Un homme d'une 60aine d'années, costume 3 pièces, lunettes demi-lune. Madame Aubert, mes sincères condoléances. Merci, maître. Monsieur Aubert, madame. Nous nous sommes assis. Thomas et Céline d'un côté, moi de l'autre. Maître Valmont a ouvert un dossier. Bien, nous sommes ici pour la lecture du testament de Monsieur Pierre Aubert, décédé le... Thomas l'a interrompu. Maître, pardonnez-moi, mais pouvons-nous aller directement à l'essentiel? Les biens, les comptes, la répartition? Maître Valmont l'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur, je comprends votre impatience, mais il y a une procédure. Je sais, mais ma mère est fatiguée, et nous avons beaucoup de route. Ma mère. Soudain, j'étais redevenue sa mère, pas Estelle. Maître Valmont a soupiré. Très bien. Le testament est simple. Monsieur Pierre Aubert lègue à son épouse, Madame Estelle Aubert, la totalité de ses biens. À savoir, la maison familiale de Neuilly, estimée à 1 200 000 € et le compte bancaire commun au Crédit Lyonnais, dont le solde s'élève à 68 000 €. Silence. Thomas a froncé les sourcils. C'est tout? Pardon? C'est tout ce qu'il y a? La maison et 68 000 €? Oui, monsieur. C'est ce qui figure dans le testament. Céline s'est penchée vers Thomas. Elle a murmuré quelque chose à son oreille. Thomas s'est tourné vers le notaire. Maître, mon père a travaillé 40 ans dans l'import-export. Il a voyagé dans le monde entier. Il ne peut pas n'avoir laissé que ça. Monsieur, je ne peux que vous transmettre ce qui figure dans le testament déposé chez nous. Si votre père avait d'autres biens, d'autres comptes, ils ne sont pas mentionnés ici. Mais c'est impossible. Maître Valmont a refermé le dossier calmement. Monsieur Aubert, je comprends votre surprise. Mais légalement, je ne peux que vous communiquer ce document. Si vous soupçonnez l'existence d'autres actifs, vous pouvez faire des recherches. Contacter les banques, vérifier les relevés. Mais en l'état actuel, voici ce que nous avons. Thomas s'est levé. Il était rouge. C'est ridicule. Il y a forcément autre chose.
J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Madame Aubert, savez-vous si votre mari possédait d'autres biens? D'autres comptes? A demandé maître Valmont doucement. J'ai serré l'alliance dans ma poche. Non, maître, pas à ma connaissance. Thomas m'a regardé, droit dans les yeux. Tu es sûre, maman? Oui, parce que... Enfin, c'est bizarre quand même. Papa était un homme intelligent, un homme prévoyant. Il ne peut pas avoir laissé si peu. Thomas, ton père n'était pas riche. Il était confortable, c'est tout. Confortable? Avec tous ses voyages, toutes ses affaires? Céline a posé sa main sur le bras de Thomas. Chérie, calme-toi. On va chercher. On va comprendre. Thomas a respiré profondément. D'accord. Pardon, maître. C'est juste que... C'est un choc. Je comprends. Nous sommes sortis de l'étude. Sur le trottoir, Thomas marchait de long en large. Il y a quelque chose qui cloche. Je le sens. Céline a allumé une cigarette. Thomas, on va rentrer à la maison. On va éplucher tous les papiers, tous les relevés, toutes les factures. Il doit bien y avoir une trace. Quelle maison? Celle de ta mère. J'ai senti mon cœur se serrer. Thomas, je ne suis pas sûre que... Maman, s'il te plaît, c'est important. Papa a peut-être laissé des indices, des coordonnées bancaires, un coffre, n'importe quoi. Thomas, j'ai déjà fouillé le bureau. Il n'y a rien. Oui, mais moi, je sais ce que je cherche. Nous sommes rentrés à Neuilly. Thomas et Céline sont montés directement dans le bureau de Pierre. Je suis restée en bas, dans le salon, assise dans le fauteuil où Pierre lisait le journal tous les soirs. J'entendais leurs voix, des tiroirs qu'on ouvrait, des papiers qu'on froissait, des exclamations. « Regarde ça !»« Quoi ?» Un relevé. Banque Rothstein. Avenue Hoche. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que ça dit? Rien. C'est juste un relevé vide, daté d'il y a 15 ans. Banque Rothstein. C'est une banque privée, non? Oui, pour les gros patrimoines. Pourquoi papa aurait eu un compte là-bas? Je ne sais pas, mais on va le découvrir. Ils sont redescendus. Thomas tenait le relevé à la main. Maman, tu connais cette banque? J'ai regardé le papier. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Non, papa ne t'a jamais parlé d'un compte là-bas? Non, Thomas, jamais. Il m'a regardé longuement, trop longuement. D'accord, bon, je vais les appeler demain, pour vérifier. Thomas, s'il n'y a rien dans le testament, c'est qu'il n'y a rien. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose que papa n'a pas voulu déclarer. Céline a souri. Un compte en Suisse, peut-être? Ou un placement offshore? Arrêtez, ai-je dit. Ma voix était sortie plus fort que je ne l'aurais voulu. Thomas et Céline se sont tus. Arrêtez de parler de votre père comme d'un fraudeur. Pierre était un homme honnête. S'il n'a rien déclaré, c'est qu'il n'y avait rien à déclarer. Maman, calme-toi. Non, je ne me calme pas. Vous êtes ici depuis 1 heure, et tout ce que vous faites, c'est fouiller, chercher, calculer. Votre père est mort il y a 1 semaine. 1 semaine. Et vous pensez déjà à l'argent. Thomas a baissé les yeux. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que je dois croire. Il n'a rien dit. Céline a pris son sac. Bon, je crois qu'on devrait y aller. Laissez Estelle se reposer. Oui, tu as raison. Thomas a rangé le relevé dans sa poche. Maman, je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. C'est juste que... Tout ça est compliqué. Tout ça? Le deuil, l'héritage, les papiers. J'ai fermé les yeux. Au revoir, Thomas. Au revoir, maman. Ils sont partis. J'ai attendu d'entendre la voiture démarrer, de la voir disparaître au bout de la rue. Et puis je suis montée dans le bureau. Le tiroir était ouvert, des papiers étaient éparpillés. Ils avaient tout fouillé, tout retourné. Mais l'enveloppe de Pierre, celle avec la lettre et la clé, était toujours dans ma poche. Ils ne l'avaient pas trouvée. Pas encore. J'ai regardé le relevé qu'ils avaient laissé sur le bureau. Banque Rothstein, 15 ans plus tôt. Un compte que Pierre avait ouvert en secret. Thomas allait appeler. Il allait chercher. Il allait insister. Et tôt ou tard, il découvrirait la vérité. Je me suis assise. J'ai sorti l'alliance. Je l'ai regardé longtemps. Attends. Observe. Laisse-le montrer qui il est vraiment. Je n'avais plus besoin d'attendre. Je savais. Thomas n'était pas venu pour me soutenir, pas pour me consoler, pas pour honorer son père. Il était venu pour l'argent, uniquement pour l'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi, j'ai pleuré, j'ai prié, et au petit matin, j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, le téléphone a sonné à 8 heures. C'était Thomas. Maman, j'ai appelé la banque Rothstein. Mon cœur s'est arrêté. Ah bon?
Oui, ils m'ont dit qu'il y avait effectivement un compte au nom de papa, mais qu'ils ne pouvaient rien me dire de plus sans autorisation. C'est normal, Thomas. Le secret bancaire. Oui, mais... Maman, tu es son épouse. Tu as accès à tous ses comptes. Tu pourrais y aller? Demander les relevés? J'ai fermé les yeux. Thomas, si ton père avait voulu que je sache, il me l'aurait dit. Ou alors, il n'a pas eu le temps. Il a eu 6 mois. 6 mois de maladie. Il aurait pu me parler. Justement, peut-être qu'il était trop faible, trop malade. Peut-être qu'il voulait te protéger du stress. Du stress. Thomas, laisse tomber. S'il y a quelque chose, on le découvrira bien un jour. Maman, écoute-moi. Papa a travaillé toute sa vie. Il nous aimait. Il a dû mettre de l'argent de côté. Pour toi, pour nous. Et maintenant, cet argent dort quelque part, inutile. Cet argent, s'il existe, est à moi, Thomas. Pas à nous. À moi. Silence. Bien sûr, maman, c'est à toi. Mais je suis ton fils, et un jour, ça reviendra quand même à moi. Cette phrase m'a glacé. Un jour, ça reviendra quand même à moi. Pas « je veux t'aider ». Pas « je veux comprendre ce que papa a fait pour toi ». Non. Un jour, ça reviendra à moi. Comme si j'étais déjà morte. Maman, tu es là? Oui. Alors, tu iras à la banque? Je ne sais pas, Thomas. S'il te plaît, pour papa, pour nous, je vais y réfléchir. D'accord, tiens-moi au courant. Il a raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main, pendant de longues minutes. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai appelé Marguerite. Allô? Marguerite, c'est Estelle. Estelle? Comment vas-tu? J'ai besoin de te parler. Bien sûr. Viens, tout de suite. Je t'attends. Marguerite habitait à Versailles, dans une petite maison avec un jardin plein de roses. Elle m'a ouvert la porte en tablier. Elle préparait une tarte. Entre, ma chérie. Assieds-toi. Je fais du thé. Nous nous sommes installés dans son salon. Les murs étaient couverts de photos. Pierre enfant, Pierre adolescent, Pierre et Marguerite, le jour de son mariage à elle. Alors, dis-moi tout. J'ai sorti l'alliance de ma poche. Je l'ai posée sur la table. Marguerite. Pierre t'a parlé, n'est-ce pas? Elle a regardé l'alliance. Puis moi. Oui? De quoi? Elle a hésité. De tout? De toi? De Thomas? De ce qu'il avait prévu? Il t'a dit combien? Non, il ne m'a rien dit de précis. Juste qu'il avait fait des placements, qu'il voulait te protéger, et qu'il avait peur. Peur de quoi? De Thomas. Les larmes sont montées. Il pensait que Thomas allait... Oui, il pensait que Thomas allait tout vouloir. Tout prendre, sans réfléchir, sans penser à toi. Et il avait raison. Marguerite m'a pris la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. L'enterrement, la phrase de Thomas, le rendez-vous chez le notaire, les fouilles dans le bureau, l'appel de ce matin. Marguerite écoutait, les lèvres serrées. Cet argent, Estelle, c'est à toi. Pierre l'a voulu ainsi. Ne laisse personne te voler ce qu'il t'a laissé. Mais c'est mon fils, Marguerite, je sais. Mais parfois, nos enfants ne sont pas ce que nous espérions. Elle a soupiré. Pierre m'a dit quelque chose avant de mourir. Il m'a dit, si Estelle a besoin d'aide, si Thomas devient difficile, promets-moi de la soutenir. Promets-moi de lui rappeler qu'elle a le droit d'être heureuse, qu'elle a le droit de choisir. Choisir quoi? À qui donner? À qui refuser? À qui faire confiance? J'ai pleuré. Longtemps. Marguerite m'a serré contre elle. Pleure, ma chérie. Pleure tout ce que tu as sur le cœur. Je suis rentrée chez moi en fin d'après-midi. Il pleuvait. Une pluie fine, froide, qui mouillait les vitres de la voiture. En arrivant, j'ai vu une voiture garée devant la maison. La Mercedes de Thomas. Mon cœur s'est serré. Je suis entrée. Thomas était dans le salon, avec Céline, et un autre homme. Un homme que je ne connaissais pas. Costume gris, mallette en cuir. Ah, maman, tu es là. Parfait. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Voici Maître Bertrand, c'est un avocat, spécialisé en droit des successions. J'ai regardé l'homme. Il m'a tendu la main. Madame Aubert, enchantée. Bonjour. Thomas s'est levé. Maman, assieds-toi, on doit parler. De quoi? De papa, de ses biens, de tout ça. Thomas, on en a déjà parlé. Chez le notaire. Il n'y a rien d'autre. Justement. C'est pour ça que j'ai fait appel à Maître Bertrand, pour vérifier. L'avocat a ouvert sa mallette. Il a sorti des papiers. Madame Aubert, j'ai fait quelques recherches.
légalement bien sûr, et il semblerait que votre mari ait eu effectivement plusieurs comptes bancaires, dont un à la banque Rothstein. Mon sang s'est glacé. Comment savez-vous ça? Les banques sont tenues de déclarer certaines opérations, notamment les comptes dormants, ou les comptes dont le titulaire est décédé. C'est la loi. Et alors, ce compte existe. Et il vous appartient, madame, en tant qu'épouse survivante. Je sais. Thomas s'est penché vers moi. Maman, tu savais? Oui. Depuis quand? Depuis le début. Le silence était assourdissant. Céline a été la première à parler. Vous saviez, et vous ne nous avez rien dit? Ce n'était pas à moi de vous le dire. Mais on est votre famille, a crié Thomas. Justement, vous êtes ma famille, pas mes créanciers. Thomas s'est levé. Il était rouge. Ses mains tremblaient. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que ton père est mort il y a 10 jours. 10 jours, Thomas. Et que depuis 10 jours, tu ne m'as pas demandé une seule fois comment j'allais. Si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais peur, si j'étais triste. Mais non, laisse-moi finir. Depuis 10 jours, tout ce que tu fais, c'est chercher, fouiller, calculer. Tu as dit que l'enterrement était une cérémonie stupide. Tu as dit que ton père était déjà mort. Maman, c'était juste une phrase. Je ne pensais pas. Si, tu pensais. Et moi, je t'ai écouté, je t'ai observé, et j'ai compris. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ma voix était ferme. Ton père le savait. Il savait que tu viendrais pour l'argent. Pas pour moi, pas pour lui, pour l'argent. Ce n'est pas vrai? Alors dis-moi une chose gentille que tu m'as dite depuis sa mort. Une seule. Thomas a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il ne trouvait rien. Céline s'est levée. Écoutez, Estelle, on ne va pas se disputer. L'argent est là, il existe. Il revient légalement à Thomas un jour ou l'autre. Alors autant en parler maintenant, calmement. Il ne revient à personne, madame. Cet argent est à moi. Mon mari me l'a laissé. À moi. Pas à vous, pas à lui, à moi. Mais vous n'allez pas tout dépenser. Vous avez 82 ans. J'ai regardé Céline. Cette femme que je connaissais à peine. Cette femme qui osait me dire ce que je devais faire de l'argent de mon mari. Sortez. Pardon? Sortez de chez moi. Tout de suite. Estelle, vous êtes fatiguée. Vous ne savez plus ce que vous dites. Je sais très bien ce que je dis. Sortez. Thomas s'est interposé. Maman, arrête. On peut discuter. Il n'y a rien à discuter, Thomas. Cet argent est à moi. Ton père l'a voulu ainsi. Et je déciderai, moi seule, de ce que j'en ferai. Et si je conteste le testament? La phrase est tombée comme une bombe. Si tu... Quoi? Maître Bertrand a toussé. Madame Aubert, légalement, votre fils a le droit de contester si certains biens n'ont pas été déclarés dans le testament. Si votre mari a caché volontairement des actifs pour vous favoriser au détriment de votre fils, cela peut être considéré comme une atteinte à la réserve héréditaire. Mon mari n'a rien caché. Il a prévu. Il a protégé. C'est différent. Peut-être. Mais un juge pourrait en décider autrement. J'ai regardé Thomas, mon fils, mon petit garçon qui dessinait des dragons, qui riait dans les bras de son père. Tu ferais ça? Tu m'attaquerais en justice? Il a baissé les yeux. Je ne veux pas en arriver là. Mais si tu refuses de partager, si tu refuses de reconnaître mes droits. Tes droits? Quels droits, Thomas? Le droit de me voler mon deuil? Le droit de salir la mémoire de ton père? Le droit de me traiter comme une vieille femme gênante qui devrait te donner tout ce qu'elle possède? Maman, non, c'est fini. Sors, sors de chez moi. Maman, s'il te plaît, sors. Ma voix avait résonné dans toute la maison. Thomas a reculé. Il avait l'air choqué. Céline a pris son sac. Maître Bertrand a rangé ses papiers. « Vous aurez de mes nouvelles » a dit Thomas d'une voix tremblante. « J'en suis sûre. » Ils sont partis, tous les trois. J'ai refermé la porte. Je me suis appuyée contre le mur. Mes jambes tremblaient, et puis je me suis effondrée. Là, dans l'entrée, sur le carrelage froid. J'ai pleuré, comme je n'avais jamais pleuré. Je pleurais Pierre. Je pleurais Thomas. Je pleurais la famille que nous avions été. La famille que nous ne serions plus jamais. Combien de temps suis-je restée là? Je ne sais pas. Mais à un moment, j'ai entendu frapper à la porte. « Estelle? C'est Marguerite. Ouvre, s'il te plaît. » Je me suis relevée. J'ai ouvert. Marguerite était là, avec un sac de courses, et un sourire triste. « Thomas vient de m'appeler. Il m'a dit que tu étais devenue folle, que tu refusais de partager l'héritage, que tu l'avais chassée de chez toi. C'est vrai. Bien. » Elle est entrée.
Elle a posé son sac sur la table de la cuisine. J'ai apporté à manger du poulet rôti, de la salade, du pain et du vin, parce qu'on va avoir besoin de force, toi et moi. De force? Oui, parce que Thomas ne va pas lâcher l'affaire. Il va revenir, avec son avocat, avec Céline. Et tu vas devoir te battre. Me battre? Marguerite, j'ai 82 ans, je suis fatiguée, je suis seule. Tu n'es pas seule, je suis là, et Pierre aussi. Elle a sorti l'alliance de ma poche, elle l'a posée sur la table. Pierre t'a laissé cet argent parce qu'il savait. Il savait que Thomas deviendrait comme ça. Il savait que tu aurais besoin de protection. Alors maintenant, tu vas te battre. Pour toi, pour Pierre, pour la dignité. J'ai regardé l'alliance. Elle brillait sous la lumière de la cuisine. Et si je perds, tu ne perdras pas, parce que tu as la loi de ton côté, et parce que tu as raison. Nous avons mangé, en silence, mais c'était un silence apaisant. Après le dîner, Marguerite est partie. Elle m'a serré dans ses bras. Demain, tu appelles un avocat, un bon, et tu prépares ta défense, d'accord? D'accord. Et tu ne cèdes pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, j'ai dormi. Pour la première fois depuis la mort de Pierre. Parce que j'avais pris ma décision. Je ne donnerai rien à Thomas. Pas parce que je voulais le punir, mais parce que Pierre avait eu raison. Thomas n'était pas venu pour moi. Il était venu pour l'argent. Et l'argent, il ne l'aurait pas. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles que la maladie de Pierre. Plus difficiles que son enterrement. Plus difficiles que tout ce que j'avais vécu. Parce que je n'avais pas seulement perdu mon mari. J'étais en train de perdre mon fils. Maître Bertrand, l'avocat de Thomas, m'a envoyé une lettre officielle, avec des tampons, des signatures, des mots juridiques que je ne comprenais pas. Mise en demeure, réserve héréditaire, dissimulation d'actifs. J'ai appelé Marguerite. Elle est venue immédiatement. Il faut que tu prennes un avocat, Estelle, tout de suite. Elle m'a recommandé Maître Dubois. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, regard déterminé. Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet, boulevard Haussmann. Madame Aubert, racontez-moi tout depuis le début. Je lui ai tout expliqué. La lettre de Pierre, le coffre, les 3 millions, le comportement de Thomas, la menace de procès. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a souri. Madame, vous n'avez rien à craindre. Votre mari a fait les choses correctement. Il a placé son argent de manière légale. Il vous l'a légué dans un testament. Vous êtes son épouse. Vous avez tous les droits. Mais Thomas parle de réserve héréditaire. La réserve héréditaire concerne uniquement les biens déclarés dans la succession. Or, votre mari n'a pas déclaré ses comptes dans son testament parce qu'il vous appartenait déjà en partie, en tant qu'épouse. Il n'a rien dissimulé. Il a simplement protégé son patrimoine. Et vous? Alors Thomas ne peut rien faire? Il peut essayer. Il peut contester. Mais il perdra. Le testament est clair. Les placements sont légaux. Et vous n'avez aucune obligation de partager avec votre fils de votre vivant. J'ai respiré pour la première fois depuis 2 semaines. Mais, Madame Aubert, oui, préparez-vous, parce que ce genre de conflit, ça détruit les familles. Je sais. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai sorti l'alliance de ma poche. Je l'ai regardée. Oui. Le lendemain, Thomas m'a appelé. Maman, on doit parler. Je n'ai rien à te dire, Thomas. S'il te plaît, juste une conversation. Sans avocat. Sans Céline. Juste toi et moi. J'ai hésité. D'accord. Quand? Maintenant. Je suis devant la maison. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert la porte. Thomas était là, seul. Il avait maigri. Il avait des cernes sous les yeux. Entre. Nous nous sommes assis dans le salon, là où Pierre lisait son journal, là où Thomas jouait enfant. Maman, je suis désolée. De quoi? De tout. De ce que j'ai dit. De ce que j'ai fait. Je me suis mal comportée. J'ai attendu, sans rien dire. Papa vient de mourir. J'étais perdue. J'étais en colère. Pas contre toi. Contre la vie. Contre l'injustice. Et j'ai tout mélangé. Thomas, non. Laisse-moi finir. Je sais que j'ai été horrible. À l'enterrement. Chez le notaire. Ici. Mais je ne pensais pas ce que je disais. C'était le choc. La tristesse. Il avait les larmes aux yeux. Maman, je t'aime. Tu es ma mère. Je ne veux pas te perdre. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon fils, mon petit garçon. Il pleurait. Thomas, s'il te plaît, maman, oublie les avocats. Oublie l'argent. On s'en fout de l'argent. Ce qui compte, c'est nous.
Toi et moi. J'ai voulu le croire. J'ai voulu tellement le croire. Thomas, si c'est vraiment ce que tu penses, oui, c'est ce que je pense. Alors, retire ta plainte. Dis à ton avocat que tu abandonnes. Il a hésité. Maman, ce n'est pas si simple. Si, c'est très simple. Si tu m'aimes, si tu ne veux pas me perdre, retire ta plainte. Mais, et l'argent? Quel argent? L'argent de papa. Et là, j'ai compris. Il n'était pas venu pour s'excuser. Il était venu pour négocier. Thomas, sors. Quoi? Sors de chez moi. Mais maman, Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu ne comprends vraiment pas. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, il pleuvait, comme le jour de l'enterrement. Ton père est mort il y a 3 semaines. 3 semaines, Thomas. Et pendant ces 3 semaines, tu n'as pensé qu'à une chose. L'argent. Combien il y a? Où il est? Comment le récupérer? Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu n'as pas pleuré ton père. Tu n'as pas consolé ta mère. Tu n'as pas honoré sa mémoire. Tu as fouillé. Tu as calculé. Tu as menacé. Maman. Et maintenant, tu viens ici, avec tes larmes, avec tes excuses. Et tu penses que je vais tout te donner? Je me suis tournée vers lui. Je ne suis pas stupide, Thomas. Je sais pourquoi tu es là. Il a baissé les yeux. Maman, j'ai des dettes. Silence. Quoi? J'ai des dettes. Beaucoup de dettes. Céline et moi, on a fait de mauvais investissements. L'appartement, la voiture, les voyages, tout était financé à crédit. Et maintenant, on doit 200 000 euros. 200 000 euros. Et tu pensais que l'argent de ton père allait tout régler? Oui. Au moins, il était honnête. Thomas, ton père a travaillé 40 ans pour cet argent. 40 ans. Il s'est levé tous les matins. Il a voyagé, il s'est sacrifié. Pour nous, pour notre famille, pour me protéger. Je sais. Non, tu ne sais pas, parce que si tu savais, tu ne serais pas là. Tu ne me demanderais pas ça. Mais maman, je suis ton fils. Justement, tu es mon fils. Et c'est pour ça que ça me brise le cœur. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne te reconnais plus, Thomas, l'enfant que j'ai élevé, le petit garçon doux qui dessinait des dragons. Où est-il? Qu'est-ce que tu en as fait? Il a grandi, il est devenu adulte, il a des responsabilités. Des responsabilités? Ou des envies? Il n'a rien dit. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Thomas, ton père m'a laissé cet argent parce qu'il savait. Il savait que tu viendrais le réclamer. Il savait que tu ne penserais pas à moi, seulement à toi. Ce n'est pas vrai. Si, et il avait raison. Thomas s'est levé. Il tremblait. Alors, tu ne me donneras rien? Non. Même si je perds tout, même si je fais faillite, tu ne feras pas faillite. Tu as un métier. Tu as Céline. Vous avez tous les deux un bon salaire. Vous pouvez rembourser vos dettes. Ça prendra du temps. Mais vous pouvez. Et pourquoi je me priverais alors que toi, tu as 3 millions? Parce que cet argent n'est pas à toi. Il sera à moi un jour, quand tu seras morte. Le silence qui a suivi était glacial. Thomas a réalisé ce qu'il venait de dire. Il a porté sa main à sa bouche. « Maman, je ne voulais pas… » « Si, tu voulais. » J'ai marché vers la porte. Je l'ai ouverte. « Pars, Thomas. »« Maman, s'il te plaît, pars. Et ne reviens plus. » « Tu ne peux pas? » « Si, je peux. C'est ma maison, mon argent, ma vie. Et je décide. » Il est resté là, debout, comme un enfant puni. « Maman, Thomas, j'ai 82 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 1 an, 5 ans, 10 ans, peut-être plus, peut-être moins. Mais ce temps, je veux le passer en paix, sans toi. Tu me chasses? Oui. Il a pris son manteau. Il est sorti. Sur le seuil, il s'est retourné. Tu vas le regretter. Peut-être, mais au moins, je dormirai tranquille. Il est parti. J'ai refermé la porte, et je me suis effondrée. J'ai pleuré, pendant des heures, jusqu'à ce que Marguerite arrive, alertée par mon silence au téléphone. Elle m'a trouvée dans le salon, recroquevillée dans le fauteuil de pierre. « Estelle, qu'est-ce qui s'est passé? » Je l'ai chassée. J'ai chassé mon fils. Elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a pris dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Mais c'est mon fils, Marguerite, mon fils unique. Je sais. Et c'est pour ça que c'est si douloureux. Nous sommes restés là, toutes les deux, dans le silence. Dehors, la pluie continuait de tomber. Les jours suivants, j'ai reçu une nouvelle lettre de maître Bertrand. Thomas maintenait sa plainte. Il réclamait sa part.
Il demandait un audit complet des biens de Pierre. Maître Dubois m'a rassuré. Il perdra. Mais le processus sera long. Peut-être 1 an, peut-être 2. Je tiendrai, j'en suis sûr. Mais le pire n'était pas le procès. Le pire, c'était le silence. Thomas ne m'appelait plus. Il ne venait plus. Il ne donnait plus de nouvelles. C'était comme s'il était mort. Comme si j'avais perdu mon mari et mon fils en même temps. Le soir, je mettais la table pour une personne. Je mangeais seule. Je regardais la télévision seule. Je dormais seule. La maison était trop grande, trop vide, trop silencieuse. Mais je tenais. Parce que j'avais fait une promesse. À Pierre, à moi-même. Je ne céderai pas. 1 mois après notre dernière conversation, j'ai reçu une lettre. Pas de l'avocat. De Thomas. Une lettre manuscrite. Maman, je ne sais pas comment te dire ça. Mais je crois qu'on a tous les deux perdu quelque chose. Toi, tu as perdu ton fils. Moi, j'ai perdu ma mère. Je ne sais pas si c'est définitif. Je ne sais pas si un jour on pourra se reparler, se revoir. Tout ce que je sais, c'est que papa est mort. Et qu'au lieu de nous rapprocher, ça nous a séparés. Je ne te demande pas pardon, parce que je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Je pense que j'ai juste défendu mes droits. Mais je te souhaite d'être heureuse, avec ton argent, avec ta maison, avec ta solitude. Adieu, maman. Thomas, adieu. Pas au revoir. Pas à bientôt. Adieu. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans le tiroir du secrétaire, avec l'alliance. Et j'ai continué à vivre, seule, mais digne. 3 mois ont passé. 3 mois de silence, 3 mois de solitude. 3 mois à réapprendre à vivre sans Pierre, sans Thomas. Les premières semaines ont été terribles. Je me réveillais la nuit, le cœur serré. Je pensais à mon fils, à ce qu'il était devenu, à ce que j'avais perdu. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Pas dans le monde, en moi. Un matin de février, je me suis réveillée et j'ai regardé par la fenêtre. Il neigeait, une neige fine, légère, qui recouvrait le jardin d'un manteau blanc. Et j'ai pensé, c'est beau. C'était la première fois depuis la mort de Pierre que je trouvais quelque chose de beau. Je suis descendue. J'ai préparé du café, dans ma tasse à liseré doré, celle que Pierre m'offrait chaque matin. Je me suis assise à la table de la cuisine. Et j'ai compris. J'avais passé 3 mois à pleurer, à regretter, à me demander si j'avais fait le bon choix. Mais maintenant, j'étais sûre. Pierre avait eu raison. Il m'avait protégée. Il m'avait donné les moyens de rester digne. Et Thomas avait montré qui il était vraiment. Non pas un fils aimant, mais un homme cupide. Un homme qui comptait les jours jusqu'à ma mort pour hériter. Je n'avais rien à regretter. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Dubois. « Madame Aubert, comment allez-vous ?»« Bien, mieux même. J'ai besoin de vous voir, pour parler de l'argent. Vous voulez abandonner? Céder à votre fils? » « Non, au contraire. Je veux agir. » Nous nous sommes rencontrés le lendemain, dans son cabinet. « Maître, voici ce que je veux faire. Cet argent, je ne le dépenserai jamais en entier. J'ai 82 ans. Je vis simplement. Je n'ai pas besoin de 3 millions. » « D'accord. Alors je veux en faire quelque chose d'utile. Quelque chose qui aurait rendu Pierre fier. J'ai sorti une liste que j'avais préparée pendant des jours. Je veux créer une fondation, au nom de Pierre, pour aider les femmes âgées en difficulté, celles qui sont seules, celles qui ont été abandonnées par leurs enfants, celles qui n'ont plus personne. Maître Dubois m'a regardée. Elle avait les larmes aux yeux. « Madame Aubert, c'est magnifique. Je veux donner 1 million, tout de suite, pour que la fondation démarre. Le reste, je le garde, pour vivre, pour être tranquille. Et à ma mort, tout ira à la fondation. Rien à Thomas. Vous êtes sûr? Oui. Et si Thomas l'apprend? Il l'apprendra, tôt ou tard. Mais à ce moment-là, ce sera trop tard. L'argent sera parti, vers ceux qui en ont vraiment besoin. Nous avons commencé les démarches, les papiers, les signatures, la création officielle de la Fondation Pierre Aubert. Ça m'a pris 2 mois. 2 mois de rendez-vous, de formulaires, d'autorisation. Mais en avril, la Fondation était née. J'ai organisé une petite cérémonie, à la mairie de Neuilly. Rien de grand. Juste Marguerite, Maître Dubois, le maire, et quelques amis. Marguerite m'a serré dans ses bras. Pierre serait si fier de toi. Je sais. Et Thomas? Il sait? Non, pas encore. Il va le découvrir. Je sais. Le soir, je suis rentrée chez moi. J'ai monté dans le bureau de Pierre. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti l'alliance.
Je les regardais longtemps. L'or brillait sous la lumière de la lampe. Pierre et Estelle, 12 juin 1971. Je l'ai fait, mon amour. J'ai fait ce que tu voulais. J'ai protégé ta mémoire. J'ai aidé ceux qui en ont besoin. Et j'ai préservé ma dignité. J'ai glissé l'alliance à mon doigt, à côté de mon alliance de mariage. Maintenant, je portais les deux, comme un symbole, comme un bouclier. Les semaines qui ont suivi ont été apaisantes. J'ai rencontré les premières bénéficiaires de la fondation. Madame Lemoine, 78 ans, seule depuis la mort de son mari, avec une pension de 600 € par mois. Madame Rousseau, 85 ans, dont les enfants avaient disparu depuis 10 ans. Madame Fontaine, 72 ans, malade, sans ressources. La fondation leur donnait de l'aide, pour payer le loyer, pour acheter des médicaments, pour manger décemment. Je les écoutais, je leur parlais, je leur tenais la main, et je comprenais. Pierre m'avait laissé cet argent pour ça, pas pour que je le garde égoïstement, pas pour que Thomas le dilapide, mais pour que je fasse le bien. Un soir, Marguerite est venue dîner. « Estelle, tu rayonnes. »« Vraiment ? » ?»« Oui, tu as l'air libre. » Libre. C'était exactement ça. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Libre de la colère, libre de la tristesse, libre de la culpabilité. Marguerite, je vais te dire quelque chose que j'ai compris. Je t'écoute. J'ai passé ma vie à aimer, à donner, à me sacrifier, pour Pierre, pour Thomas, pour ma famille. Oui, et j'étais heureuse. Vraiment heureuse, parce que je pensais que c'était ça, l'amour, donner sans rien attendre en retour. Et maintenant, je sais que j'avais tort. Marguerite m'a regardée, surprise. L'amour, ce n'est pas se sacrifier jusqu'à disparaître. L'amour, c'est aussi se respecter. C'est aussi savoir dire non. C'est aussi refuser d'être piétiné. Estelle, Pierre m'aimait, vraiment. Et c'est pour ça qu'il m'a protégée, qu'il m'a donné les moyens de me défendre, de rester digne. Les larmes coulèrent sur mes joues. Thomas, lui, ne m'a jamais aimé. Pas vraiment. Il aimait l'idée de moi, l'idée de la mère parfaite, de la mère qui donne tout, qui se tait, qui obéit. Et maintenant, cette mère n'existe plus. Marguerite m'a pris la main. Tu sais que Thomas va peut-être revenir. Un jour, quand il aura compris, quand il aura changé. Peut-être, tu lui pardonneras ? J'ai réfléchi longtemps. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. S'il revient, ce ne sera pas pour l'argent, parce qu'il n'y en aura plus. Marguerite a souri. Pierre aurait adoré ça. Je sais. En mai, j'ai reçu un coup de fil. De Maître Bertrand, l'avocat de Thomas. Madame Aubert, je vous appelle pour vous informer que mon client retire sa plainte. Mon cœur s'est arrêté. Pardon ? Monsieur Thomas Aubert retire sa plainte. Il abandonne toute revendication sur la succession de son père. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire. C'est confidentiel. Mais sachez que cette décision est définitive. D'accord. Merci. J'ai raccroché. J'ai appelé Marguerite immédiatement. Marguerite, Thomas a retiré sa plainte. Quoi ? Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Nous avons cherché. Nous avons posé des questions. Et finalement, nous avons compris. Thomas et Céline avaient divorcé. Leur appartement avait été saisi. Leurs biens vendus. Ils étaient ruinés. Et Thomas, seul, sans argent, sans plus rien, avait abandonné. Pas par amour pour moi, pas par regret, mais par épuisement. J'aurais dû me sentir heureuse, victorieuse. Mais je ne ressentais rien, juste une tristesse infinie. Mon fils avait tout perdu. Et moi, je n'éprouvais même plus de colère, juste de la pitié. Un soir, j'ai écrit une lettre. À Thomas, une lettre que je n'ai jamais envoyée. Mon fils, je sais que tu as retiré ta plainte. Je sais que tu as tout perdu. Ta femme, ta maison, ton argent. Peut-être penses-tu que je suis heureuse, que je me réjouis de ta chute. Mais non, je suis triste, infiniment triste, parce que j'aurais voulu que tu comprennes, pas en perdant tout, mais en grandissant, en réfléchissant, en devenant l'homme que ton père espérait. Mais la vie a ses propres leçons, et parfois, ces leçons sont douloureuses. Ton père m'a laissé de l'argent, beaucoup d'argent, et tu pensais qu'il te revenait, que c'était ton dû, mais cet argent n'était pas à moi non plus, pas vraiment. Alors j'ai décidé de le donner, pas à toi, mais à ceux qui en ont vraiment besoin. J'ai créé une fondation, au nom de ton père, pour aider les femmes seules, les femmes abandonnées, les femmes qui, comme moi, ont tout donné et qui se retrouvent seules,
1 million d'euros est déjà parti. Le reste partira à ma mort. Tu n'auras rien. Et tu sais quoi? Je dors mieux maintenant, parce que je sais que cet argent fera du bien, qu'il soulagera des souffrances, qu'il redonnera de la dignité. Je ne sais pas si tu reviendras un jour, si tu frapperas à ma porte, si tu me demanderas pardon. Mais si tu le fais, sache que je ne te pardonnerai pas pour l'argent. Je te pardonnerai parce que tu es mon fils, et qu'une mère n'oublie jamais. Estelle. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée avec l'alliance, et j'ai continué à vivre. La fondation grandissait. Chaque mois, nous aidions de nouvelles femmes. Chaque mois, je recevais des lettres de remerciement, des sourires, des larmes de gratitude. Et je comprenais. Pierre avait toujours su. Il m'avait donné cet argent non pas pour que je le garde, mais pour que je le transforme, pour que je transforme ma douleur en action, ma colère en amour. Le temps, j'en étais sûre, finirait par tout remettre à sa place. Thomas comprendrait. Peut-être, ou peut-être pas. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais fait mon choix. Et ce choix, c'était la dignité. 2 ans ont passé. 2 ans depuis la mort de Pierre. 2 ans depuis que j'avais chassé Thomas. 2 ans depuis la création de la Fondation. 2 ans pendant lesquels j'avais appris à vivre autrement. La Fondation Pierre Aubert avait aidé plus de 150 femmes. Certaines avaient retrouvé un logement. D'autres avaient pu se soigner. D'autres encore avaient simplement retrouvé un peu de dignité. J'allais bien. Mieux que bien. J'étais en paix. Marguerite venait déjeuner tous les dimanches. Nous parlions de Pierre, de nos souvenirs, de la vie. Parfois, nous rions. Parfois, nous pleurions. Mais toujours, nous étions ensemble. Un après-midi de septembre, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô? Madame Aubert? Oui, je suis docteur Martin, de l'hôpital Saint-Joseph. Nous avons admis votre fils ce matin. Mon cœur s'est arrêté. Thomas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un malaise. Dans la rue. Les pompiers l'ont amené. Rien de grave, mais nous voulions vous prévenir. Il n'avait pas d'autre contact d'urgence. J'arrive. J'ai pris mon manteau, mes clés. Je tremblais. Thomas, à l'hôpital. Marguerite m'a conduite. Nous avons roulé en silence. Dans ma tête, 1000 questions, 1000 émotions, 1000 souvenirs. À l'hôpital, une infirmière nous a guidés vers le service des urgences. Chambre 12. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai poussé la porte. Thomas était là, allongé sur un lit. Pâle, amaigri, vieilli. Il n'avait que 49 ans, mais il en paraissait 60. Il dormait, ou faisait semblant. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Marguerite est restée dans le couloir. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé. Ses cheveux grisonnaient, ses joues étaient creuses, ses mains, posées sur le drap, étaient abîmées. Des mains de quelqu'un qui avait travaillé dur ou qui avait souffert. Il a ouvert les yeux. Il m'a vu. Maman. Sa voix était faible, cassée. Thomas. Silence. Tu es venu. Oui. Je ne pensais pas. Je sais. Il a tourné la tête vers la fenêtre. Dehors, le ciel était bleu. Un beau jour de septembre. Comment vas-tu? Ai-je demandé. Mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé les yeux. Épuisement, malnutrition, stress. Malnutrition? Je ne mange pas beaucoup ces temps-ci. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens. Mon cœur s'est serré. Thomas, où habites-tu? Dans un studio, à Montreuil, 22 mètres carrés. Et Céline? Partie. Il y a 1 an. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait de l'argent. Il a ri. Un rire amer, triste. Tu vois, maman, j'ai tout perdu. L'appartement, la voiture, la femme, le travail, tout. Tu ne travailles plus? J'ai été licenciée, il y a 6 mois. Depuis, je cherche, mais personne ne veut de moi. Je suis trop vieux, trop cher, trop... fini. Les larmes coulèrent sur ses joues. J'ai tout raté, maman. Tout. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Tu avais raison. Papa avait raison. J'étais cupide, égoïste, aveugle. Je ne pensais qu'à l'argent. Et maintenant, je n'ai plus rien. Même pas ma dignité. Il s'est tourné vers moi. Tu es heureuse maintenant? Tu vois que j'ai eu ce que je méritais? Non, Thomas. Je ne suis pas heureuse de te voir comme ça. Pourquoi? Tu devrais. Je t'ai fait du mal. Je t'ai menacé. Je t'ai traité comme une étrangère. Tu es mon fils. Un fils indigne. J'ai sorti l'alliance de ma poche. Les 2 alliances. Celle de Pierre et la mienne. Je les ai posées sur la table de nuit.
Tu vois ces alliances? Oui. Ton père m'a donné celle-ci il y a 54 ans, le jour de notre mariage. Il m'a dit « pour toujours », et il a tenu parole, jusqu'à sa mort. Thomas écoutait. Et celle-là, c'est la sienne, celle qu'il portait, celle que l'infirmière m'a donnée quand il est mort. J'ai pris les 2 alliances, je les ai fait tourner entre mes doigts. Ton père m'aimait, vraiment, et c'est pour ça qu'il m'a protégée, pas pour me rendre riche, mais pour me donner les moyens de rester digne, de ne pas être écrasé, de ne pas me laisser voler ma vie. Je sais. Non, tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu n'aurais jamais agi comme tu l'as fait. J'ai remis les alliances dans ma poche. Thomas, tu veux savoir ce que j'ai fait de l'argent de ton père? Il a levé les yeux vers moi. Je l'ai donné. Silence. Quoi? J'ai créé une fondation, au nom de Pierre, pour aider les femmes âgées en difficulté, celles qui sont seules, abandonnées, celles qui n'ont plus personne. Thomas était figé. Tu as donné l'argent? 1 million d'euros. Oui, le reste partira à ma mort. Tout, jusqu'au dernier centime. Mais pourquoi? Parce que cet argent n'était pas à moi. Pas vraiment. C'était un cadeau que je devais transmettre, pas à toi, mais à ceux qui en avaient vraiment besoin. Il a fermé les yeux. Alors je n'aurai rien. Non. Même maintenant, même quand je crève de faim, Thomas, tu ne crèves pas de faim. Tu as fait des choix. Tu as vécu au-dessus de tes moyens. Tu as dépensé sans compter. Tu as compté sur l'héritage de ton père pour tout régler. Et maintenant, tu paies. C'est ça, je paie. Oui, mais pas parce que je te punis. Parce que la vie te rend ce que tu lui as donné. Il a ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as traité ton père comme un compte en banque. Tu m'as traité comme un obstacle. Tu as méprisé notre deuil. Et maintenant, tu es seul, sans argent, sans amour, sans dignité. La vie t'a rendu exactement ce que tu as donné. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Thomas pleurait, en silence. Ses épaules tremblaient. « Maman, je suis désolée, tellement désolée. Je sais. Je peux revenir ?» J'ai réfléchi longtemps. « Thomas, tu peux revenir, mais pas pour l'argent, parce qu'il n'y en a plus. Je m'en fiche, de l'argent. Je veux juste ma mère. Tu veux ta mère maintenant. Maintenant que tu as tout perdu. Mais où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Quand Pierre était malade? Quand je pleurais seule dans cette grande maison? Je sais, j'ai été horrible. Oui, mais je peux changer. Je peux devenir meilleure. Peut-être, mais ça prendra du temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Le temps qu'il faudra. Le médecin est entré. Madame Aubert, votre fils peut sortir demain, mais il faudra qu'il se repose, qu'il mange correctement, qu'il prenne soin de lui. Merci, docteur. Le médecin est parti. Thomas m'a regardé. Maman, je n'ai nulle part où aller. Où habites-tu? Dans un studio. Mais je n'ai pas payé le loyer depuis 3 mois. Le propriétaire va me mettre dehors. J'ai serré les alliances dans ma poche. Thomas, écoute-moi bien. Je vais t'aider. Pas parce que tu le mérites, mais parce que tu es mon fils. Et qu'une mère n'abandonne jamais. Merci. Merci, maman. Mais j'ai des conditions. Lesquelles? Tu vas venir habiter à la maison. Dans ta chambre d'enfant. Le temps de te remettre sur pied. D'accord. Tu vas chercher du travail. N'importe quel travail. Peu importe le salaire. Tu vas travailler. D'accord. Et tu vas m'aider. À la fondation. À aider les autres. Gratuitement. Pour apprendre ce que c'est que donner sans rien attendre en retour. Thomas a hoché la tête. Et si tu recommences? Si tu me parles mal? Si tu cherches à profiter? Si tu me mens? Tu pars? Définitivement? Je te le promets, maman. Je serai différent. Le temps me le dira. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. Je reviens demain. Pour te chercher. Maman? Oui? Merci. Je suis sortie. Dans le couloir, Marguerite m'attendait. Alors? Il va venir à la maison. Tu es sûre? Non. Mais je dois essayer. Pour Pierre. Pour moi. Et s'il recommence? Alors ce sera fini. Vraiment fini. Nous sommes rentrés. En silence. Ce soir-là, j'ai préparé la chambre de Thomas. J'ai changé les draps. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer. J'ai sorti ces vieux dessins du grenier. Ces dessins de dragons qu'il faisait enfant. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse. Pas de colère. De soulagement. Parce que j'avais compris. La justice n'était pas la vengeance. La justice, c'était le temps.
Le temps qui remet tout à sa place, le temps qui apprend, le temps qui guérit. Thomas avait tout perdu. Non pas parce que je l'avais puni, mais parce que ses propres choix l'avaient détruit. Et maintenant, il avait une chance, une dernière chance, de redevenir l'homme que son père avait espéré. Le lendemain, je suis allé le chercher. Il était debout dans le hall de l'hôpital, avec un petit sac. C'était tout ce qu'il possédait. Il est monté dans la voiture. Nous avons roulé en silence. En arrivant à la maison, il est resté sur le seuil. « Je peux entrer ? C'est chez toi, Thomas. » Il a pleuré. Là, sur le pas de la porte. « Merci, maman. Merci de me donner une deuxième chance. Ce n'est pas moi qui te donne une deuxième chance, c'est la vie. Ne la gâche pas. » Les semaines suivantes ont été étranges. Thomas vivait à la maison. Il mangeait avec moi. Il m'aidait à ranger, à jardiner. Il cherchait du travail, chaque jour, sans succès. Mais il ne se plaignait pas. Il ne demandait rien. Il était présent, silencieux, respectueux. Un soir, il m'a dit « Maman, je peux venir avec toi demain ? À la fondation ? Pourquoi ? Pour comprendre, pour voir ce que tu fais. » Le lendemain, il est venu. Il a rencontré Madame Lemoine, Madame Rousseau, Madame Fontaine. Il les a écoutées, vraiment écoutées. Et le soir, dans la voiture, il a pleuré. « Maman, ces femmes, elles sont comme toi. Oui, elles ont été abandonnées, oubliées. Oui, et toi tu les aides, avec l'argent de papa. Oui. Je suis tellement désolé, tellement honteux. » Je sais. 3 mois après son retour, Thomas a trouvé un travail. Vendeur dans une librairie, un petit salaire, mais honnête. Il louait toujours sa chambre à la maison. Il payait une petite participation. Il m'aidait à la fondation tous les week-ends. Et petit à petit, je voyais un changement. Pas dans ses paroles, dans ses actes. Il était devenu l'homme que Pierre aurait voulu qu'il soit. Un soir, nous étions assis dans le salon, là où Pierre lisait son journal. « Maman, je peux te demander quelque chose ? » « Oui, papa. » Il savait, n'est-ce pas ? Quoi ? Que j'allais devenir comme ça, cupide, égoïste. Oui, il savait. Et il t'a protégé. Oui, il était intelligent. Oui, il l'était. Thomas a souri, un sourire triste. Je regrette tellement, tellement de choses. Je sais, tu me pardonneras un jour ? J'ai sorti les alliances, je les ai regardées. Thomas, le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qui vient, avec le temps, avec les actes. Alors je vais continuer, à être meilleur, chaque jour. C'est tout ce que je demande. La vie, j'en étais sûr, avait rendu sa justice. Thomas avait payé, cher, mais il avait appris. Et moi, j'avais retrouvé mon fils, pas l'ancien Thomas, mais un nouveau, un homme meilleur, un homme digne de porter le nom de son père. Aujourd'hui, j'ai 84 ans, 84 printemps, 84 étés, 84 automnes, 84 hivers, et je suis encore là, dans cette maison où j'ai tout vécu, les joies, les peines, les naissances, les morts, les trahisons, les pardons. Pierre est parti il y a 4 ans maintenant, 4 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, sans lui, mais avec lui, parce qu'il est toujours là, dans les murs, dans les meubles, dans mon cœur. Thomas vit toujours ici. Dans sa chambre d'enfant, il travaille à la librairie le matin, et l'après-midi, il m'aide à la fondation. Il ne parle plus d'argent, il ne compte plus, il donne, simplement, humblement. Il n'est pas redevenu le petit garçon d'autrefois, mais il est devenu un homme bien, un homme qui a compris, qui a changé, qui honore la mémoire de son père. Ce matin, nous avons pris le café ensemble, dans la cuisine. Lui buvait dans une tasse quelconque, moi, dans ma tasse à liseré doré. Celle que Pierre m'offrait chaque dimanche. « Maman, tu as bien dormi ? » ?»« Oui. Et toi ? » ?»« Oui. J'ai rêvé de papa. Mon cœur s'est serré. »« Ah oui ? De quoi ? » ?»« Il était dans le jardin. Il taillait les rosiers. Et il souriait. Il avait l'air en paix. Il l'est, Thomas. J'en suis sûre. Nous avons bu notre café en silence. Un silence doux, apaisant. Puis Thomas est parti travailler. Et je suis montée dans le bureau de Pierre. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire. J'ai sorti les 2 alliances, celle de Pierre et la mienne. Je les ai regardées longtemps. L'or était un peu plus terni, mais les gravures étaient toujours là. Pierre et Estelle, 12 juin 1971. 54 ans de mariage, 54 ans d'amour, de fidélité, de respect. Pierre m'avait tout donné.
sa vie, son nom, sa protection. Et même après sa mort, il continuait à me protéger. Grâce à lui, j'avais pu résister, j'avais pu rester digne, j'avais pu choisir de ne pas céder, choisir de ne pas me laisser voler, choisir de donner à ceux qui en avaient vraiment besoin. La Fondation Pierre Aubert avait maintenant 4 ans. 4 ans pendant lesquels nous avions aidé plus de 300 femmes, 300 vies changées, 300 sourires retrouvés, 300 dignités restaurées. Cet argent que Thomas voulait tant, cet argent qu'il croyait être son droit, cet argent avait sauvé des vies. Et ça, Pierre l'aurait adoré. J'ai glissé les alliances à mon doigt. Les deux, comme je le fais chaque jour, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Il y a 4 ans, j'étais une veuve brisée, une mère trahie, une femme seule face à la cupidité de son propre fils. Aujourd'hui, j'étais une femme en paix, une mère qui avait retrouvé son fils, une fondatrice qui changeait des vies. Le deuil m'avait transformée, pas écrasée, transformée. J'avais appris que l'amour n'était pas se sacrifier jusqu'à disparaître, que la bonté n'était pas se laisser piétiner, que la famille n'était pas une excuse pour tout accepter. J'avais appris à dire non, à poser des limites, à choisir ma dignité plutôt que la paix à tout prix. Et cette leçon, je voulais la partager, pas seulement avec les femmes de la Fondation, mais avec toutes celles qui m'écoutent, toutes celles qui, comme moi, ont donné toute leur vie, qui se sont oubliées, qui ont tout accepté. Mes chers amis, si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez ceci. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit d'être heureuse, même à 80 ans, même à 90 ans. Il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité. Ne laissez personne, même vos propres enfants, vous traiter comme un obstacle, comme un compte en banque, comme une vieille femme gênante. Vous êtes précieuse, vous êtes importante, vous méritez le respect. Et si quelqu'un ne vous respecte pas, alors il ne mérite pas votre amour. Cet après-midi, une nouvelle femme est venue à la Fondation. Madame Petit, 75 ans, seule depuis la mort de son mari. Ses 2 enfants ne lui parlent plus. Ils attendent qu'elle meure pour hériter de son appartement. Elle pleurait en me racontant son histoire. « Madame Aubert, je me sens si seule, si inutile. » Je lui ai pris la main. « Vous n'êtes pas seule, et vous n'êtes pas inutile. Vous êtes ici, avec nous, et nous allons vous aider. » Mais mes enfants, vos enfants ont fait un choix, le mauvais choix. Mais vous pouvez faire un autre choix. Le choix de vivre, de vous protéger, d'être heureuse. Elle m'a regardée avec des yeux pleins d'espoir. Vous pensez vraiment que c'est possible ? Je le sais, parce que je l'ai fait. Je lui ai raconté mon histoire. Pierre, Thomas, l'enterrement, la trahison, le combat, la Fondation. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Et à la fin, elle a souri, pour la première fois. Merci, Madame Aubert. Merci de me montrer qu'il y a encore de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Toujours. Ce soir, Thomas et moi avons dîné ensemble. J'avais préparé un poulet rôti, comme Pierre les aimait. Maman, tu sais quoi ? Non. Dis-moi. Aujourd'hui, à la librairie, un client m'a parlé de papa. Il le connaissait. Ils avaient travaillé ensemble il y a 20 ans. Ah bon ? Oui. Et il m'a dit que papa était l'homme le plus honnête qu'il avait jamais rencontré. Qu'il était généreux, loyal. Bon, les larmes sont montées. C'est vrai. Ton père était tout ça. Je regrette tellement de ne pas l'avoir compris plus tôt. Il le sait, Thomas. Où qu'il soit, il le sait. Tu crois ? J'en suis sûre. Thomas a souri. Maman, je voulais te dire quelque chose. Oui ? Merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir donné une 2e chance. Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment aimer. Tu es mon fils, Thomas. Je sais. Et maintenant, je suis fière de l'être. Nous avons terminé le repas en silence. Un silence heureux. Puis Thomas a fait la vaisselle. Moi, je suis montée dans le bureau. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la lettre, celle que Pierre m'avait laissée, celle qui avait tout changé. Je l'ai relue, pour la 100e fois. Cet argent est à toi, Estelle. À toi seule. C'est mon dernier cadeau, mon dernier geste d'amour. Ne te laisse pas voler ta dignité. Je t'aime. Pour toujours. Pierre. Pour toujours. Oui, mon amour. Pour toujours. J'ai replié la lettre. Je l'ai rangée avec les alliances. Et j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais transmis. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Parce que c'est ça, le vrai héritage.
Pas l'argent, pas la maison, pas les biens, mais la dignité, le courage, l'amour vrai, celui qui protège, qui élève, qui libère. Pierre me l'a appris, et maintenant je le transmets. À Thomas, aux femmes de la Fondation, à vous toutes qui m'écoutez. La vie est courte, trop courte pour la passer à se soumettre, à se taire, à accepter l'inacceptable. Alors levez-vous, parlez, choisissez, choisissez votre bonheur, votre paix, votre dignité. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes égoïste, que vous êtes dur, que vous êtes ingrate, souriez, parce que vous savez. Vous savez que vous êtes simplement une femme qui a décidé de se respecter. Et ça, personne ne peut vous le voler. Ce soir, avant de me coucher, je suis descendue dans le salon. Thomas lisait. Dans le fauteuil de Pierre. Il a levé les yeux. « Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon fils. » Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert la fenêtre. Le ciel était étoilé. Et j'ai murmuré vers les étoiles. « Merci, Pierre. Merci pour tout. Merci de m'avoir aimée. Merci de m'avoir protégée. Merci de m'avoir appris à être forte. » Le vent a soufflé doucement, comme une réponse, et je me suis endormie, paisiblement, parce que j'avais fait ce qu'il fallait, parce que j'avais honoré sa mémoire, parce que j'avais choisi la dignité. Et ça, c'était le plus beau des héritages. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme. Une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.